assister à une conférence de Caroline Gros, qui est psychanalyste, et qui va nous parler de l'uniformisation de l'espace à la pluralité des espaces. Donc elle va nous parler d'espaces que nous ne connaissons pas, ou en tout cas d'espaces que nous ne désignons pas comme tels, d'espaces qui n'ont rien à voir avec ceux, rien à voir, ça c'est vraiment la question, je crois que c'est le débat, qui n'ont pas de rapport direct avec ce que nous appelons nous autres l'espace architectural. Prendre pied, dans un premier temps, du côté de la philosophie, prendre des appuis de ce côté-là, voir ce que l'on a entendu traditionnellement par le mot d'espace à travers l'histoire de la philosophie, et puis ensuite voir comment ce terme a pris sens en sciences, pour ensuite aborder des questions du point de vue esthétique, et j'entends esthétique dans son sens grec, taesthésie, c'est-à-dire au niveau du sentir. Comment est-ce que l'espace, c'est toujours l'élément dans lequel nous sentons, mais ce par quoi nous sentons et nous sentons avec. Avant Descartes, l'appréhension de l'espace n'est pas objective. L'espace n'est pas quantifiable ou calculable, car c'est un espace qualitatif, dont les parties se différencient entre elles, se distinguent à l'intérieur d'un tout qui est le cosmos. Alors, qu'appelle-t-on espace depuis les Grecs? Et ça nous intéresse hautement. Parce que on sait vraiment... on n'arrive pas à s'entendre si on ne comprend pas comment Aristote, dans sa physique, détermine ce qui est décisif pour l'appréhension de l'espace et pour sa figuration en Occident. C'est là que c'est apparu. Il nomme de deux mots ce que nous appelons d'un seul espace. Donc il y a le mot de topos et il y a kora. Topos, c'est l'espace qu'un corps occupe immédiatement. C'est l'espace en relation au corps. Cet espace, le topos, a les mêmes limites donc que le corps physique. C'est l'espace occupé par un corps. Et par contraste avec topos, la kora désigne l'espace en tant qu'il peut accueillir un tel lieu et l'entourer, le contenir. C'est pourquoi cet espace est un réceptacle et un contenant. Pour récapituler, l'espace pour Aristote est vu à partir du corps comme son lieu et comme le contenant du lieu. L'espace, c'est alors pour le bébé celui des retrouvailles et des séparations, qui ponctuent et rythment la vie du bébé jusqu'à constituer une individualité, non pas souveraine, mais toujours reliée et dépendante de son environnement et des personnes de cet environnement. Et une image m'est venue, déjà la dernière fois, lorsque j'avais voulu expliquer à Pascal Urbain et à Marc Dalibard ce que j'entendais par cet espace originaire qui se structure et s'engendre pour chacun d'entre nous et d'une manière éminemment singulière, puisque chacun de vous a un rapport à l'espace singulier, hérité justement de cette cohérence ou incohérence des premiers soins. Chacun de nous a un rapport à l'orientation et à la désorientation particulier, un rapport et une sensibilité au rythme et aux formes. L'image donc qui m'est venue, et qui peut être à prendre comme une allégorie mythologisante, mais c'est celle du moment constitutif et transformateur où l'enfant se saisit comme manquant de quelque chose que jusque-là il prenait pour une part de lui-même, donc comme effet de la coupure, du fait qu'il n'est plus un être complet et autosuffisant, mais un être voué au manque fondamentalement. Ce moment où le sein maternel manquant, où il réalise que ce sein, nous explique Lacan dans ses formules, au début, il fait partie du bébé, c'est une partie de lui. Et il y a un moment où ce sein se détache, où l'enfant comprend qu'il n'a pas à disposition. Et donc, ce moment où le sein manquant troue son circuit pulsionnel et où il se met à projeter des cris au dehors pour appeler, des cris qui ne sont pas de complète détresse, mais des cris qui se spécifient de plus en plus, des cris qui appellent l'autre, et ce quelque chose qu'il sait pouvoir le calmer, eh bien ces moments-là sont pour lui générateurs d'espace.
Or, l'espace, comme la forme, est ce qui nous permet d'être en communication avec le dehors, de nous sentir reliés. Et de fait, pouvez-vous séparer le proche et le lointain? Le proche ne consiste pas à se porter sur un but, pas plus que le lointain ne peut se placer en dehors du but. Il n'y a que dans la zone intermédiaire, donc entre le proche et le lointain, où le changement de grandeur et le changement de distance sont en interdépendance. Et c'est ça la zone de l'objet. L'horizon n'est pas ce que dit son nom. Le mot horizon vient des Grecs. Il est formé sur la notion d'oros, qui veut dire la limite. Mais précisément, il n'y en a pas. On ne peut pas limiter l'horizon. Il n'y a pas de ligne d'horizon. Les choses s'arrêtent là où il y aurait un au-delà. L'horizon est en ouverture. On le voit nettement dans la peinture. D'où vient l'actuel enlaidissement de l'espace? C'est moi qui ai employé le mot d'enlaidissement. C'est la question qu'on se posait. C'est... Mais je te mouille. Et alors, une semaine ou deux après, c'est aussi un titre que j'ai retrouvé, un numéro de Télérama, qui titrait « Halte à la France moche ». L'urbanisme s'est débridé. Ça continuait comme ça. Échangeurs, lotissements, zones commerciales. Depuis 50 ans, la ville dévore la campagne. Une fatalité, point d'interrogation? Non. Le résultat de choix politiques et économiques. Et là, je termine. L'espace parviendra-t-il à échapper à notre visée de maîtrise totale? Espérons que des hétérotopies sauvent l'espace, là où le désert et l'enlaidissement croissent.